Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, nous allons parler des pervers narcissiques et de certains signes caractéristiques qui permettent de les reconnaître dans notre entourage. Mais avant d'aller un peu plus dans le sujet, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Le pervers narcissique, c'est une personne qui souffre d'une image dévalorisante d'elle-même et qui, pour se revaloriser, rabaisse la victime. Et ce sont des personnes qui infligent des souffrances, des violences psychologiques et parfois physiques à leurs victimes et s'en réjouissent. C'est une pathologie invisible, c'est une psychose blanche, c'est un trouble de la personnalité. La pathologie est dite invisible parce que généralement l'entourage n'est pas au courant de ce que la personne souffre de cette maladie, de ce trouble-là. Ainsi, c'est dans le cercle privé, c'est dans l'intimité que se manifestent voilà, les signes de la pathologie. La maladie, on parle de troubles de la personnalité parce que ce sont des anomalies, ce sont des perturbations sévères du caractère et du comportement euh, voilà, qui affectent le fonctionnement général de la personne et qui entraînent des difficultés personnelles et relationnelles considérables. Et ces perturbations créent de la souffrance chez la personne et dans son entourage. Le terme pervers narcissique a été utilisé pour la première fois dans les années 1986 par le professeur Paul-Claude Racamier, qui en a d'ailleurs donné la première définition clinique. Donc, c'est une maladie qui est étudiée en psychiatrie. Qu'est-ce qui peut causer justement ce trouble? C'est généralement dans l'enfance que les choses se sont passées. Ainsi, la personne dans son enfance a été élevée soit par un parent pervers narcissique, soit par des parents pervers narcissiques, soit la personne qui l'a élevée était perverse narcissique. Et du coup, les besoins émotionnels de l'enfant n'ont pas été comblés. L'enfant n'a reçu qu'une attention conditionnée. Euh, voilà, et ça a empêché le développement de son identité. Ainsi, aussi, l'enfant a pu assister à des violences physiques et d'autres voilà, dans le cercle familial, ce qui a causé chez lui des traumatismes. Et par la suite, ces perturbations, voilà, se manifestent à l'âge adulte. Ça peut aussi être un enfant qui a été élevé comme un enfant roi, comme un enfant tyran. Et voilà, ça crée aussi des perturbations chez lui. Ainsi, c'est une pathologie qui devient de plus en plus récurrente hein, parce qu'il y a de plus en plus de victimes de pervers narcissiques. D'ailleurs, je suis une ex-victime de pervers narcissiques. Donc, c'est une pathologie qui gagne à être connue par le maximum de personnes. Déjà parce justement, il faut s'en préserver, il faut se préserver de ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui souffrent et qui infligent de la souffrance aux autres. Ce sont des personnes qui finissent par détruire l'intégrité psychique de leurs victimes. C'est important de connaître cela voilà, à plusieurs niveaux. Déjà pour les enfants même du pervers narcissique. Voilà, c'est une pathologie qui se transmet d'une génération à une autre. Elle n'est pas héréditaire, elle n'est pas génétique parce qu'elle n'est pas inscrite dans les gènes, mais elle peut se transmettre d'une génération à une autre. En effet, le parent qui est pervers narcissique reproduit sur ses enfants le même schéma traumatique. Et du coup, voilà, il va traumatiser ses enfants qui par la suite, voilà, vont être perturbés à leur tour et pourront aussi, pour certains, devenir pervers narcissiques. Donc, il est important de connaître l'existence de cette pathologie déjà pour stopper ce cycle-là. Puisqu'il n'est pas héréditaire, donc on peut le stopper. Il est aussi important de connaître cela parce qu'il y a des gens qui ne croient pas voilà, que ce genre de personnes existe, que ce genre de malades existe. Pourtant, ils sont plus nombreux qu'on ne l'imagine en réalité. Il est important aussi de connaître cela, même pour les victimes, parce que les victimes ne connaissent pas toujours la dynamique relationnelle dans laquelle elles sont. Pourquoi? Parce que en tant que victime, on se rend bien compte hein, que voilà, la relation est dysfonctionnelle, on se rend compte que c'est pas normal. Mais on ne met pas le nom sur, voilà, sur la normalité voilà, dont il est question. On se rend bien compte que la personne est différente, la personne est difficile. Mais on met ça justement sur la difficulté du caractère de la personne, alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, alors que c'est en réalité une maladie. La personne souffre, la personne est malade, la personne est perturbée.
Donc, c'est important pour les victimes de connaître cela. Et aussi, pour les victimes, il faut noter que l'exposition de manière récurrente et voilà, pendant une certaine durée à des violences psychologiques affecte le cerveau. Et on a aussi noté chez un grand nombre de victimes un nombre quand même élevé de certaines maladies, notamment des migraines, des insomnies, de l'endométriose, des addictions à l'alcool, à la drogue ou au tabac, euh, des troubles du comportement, des pertes de mémoire, des troubles de la concentration, des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, de la fatigue chronique, de la dépression, un risque élevé quand même de suicide, des troubles cardiovasculaires, des palpitations. On a pu observer des ulcères gastriques, des personnes qui développent plus de myome, plus de fibromes. Donc, il y a vraiment un certain nombre de maladies que ces victimes développent. Et pour ma part, moi, j'ai développé pendant des années des migraines, des insomnies, des crises d'angoisse, de panique. J'ai développé des troubles cardiovasculaires parce que j'avais des palpitations. J'ai développé de l'ulcère gastrique. Bon, voilà. Du stress post-traumatique, parce que voilà, on note aussi ça, j'ai développé un stress post-traumatique quand même assez poussé. Donc, c'est important de connaître ça parce que quand on en parle, les gens ne croient pas vraiment, voilà, que ça existe. Et il faut noter aussi que les pervers narcissiques savent qu'ils sont différents. Ils savent qu'ils causent de la souffrance aux autres, mais ils ne sont pas toujours conscients du degré de dégâts qu'ils causent dans la vie des autres, du degré de souffrance qu'ils causent dans la vie des autres. Mais ils savent qu'ils sont différents, ils savent, voilà, parce que quand ils font souffrir les autres, parfois pour eux, c'est aussi un approvisionnement narcissique. Donc, voilà, ils aiment ce qu'ils font. Ils apprécient ce qu'ils font dans leur, voilà, dans leur perturbation. Ils aiment à faire souffrir l'autre. Ils se réjouissent à faire souffrir l'autre malheureusement. Et ce qui est aussi déplorable à noter, c'est que généralement, les pervers narcissiques ne demandent pas de l'aide. Il existe des thérapies qui peuvent bien les soulager, qui peuvent bien les soulager, qui peuvent les aider. Mais généralement, les pervers narcissiques ne consultent pas. Pourquoi? Parce que dans leur tête, voilà, elles croient qu'elles sont, ce sont des personnes qui croient qu'elles sont normales, qui croient qu'elles sont tout à fait saines. Alors que non, l'entourage perçoit très bien, enfin pour ceux qui sont vraiment proches, hein, l'entourage perçoit très bien que non, et ça ne va pas. Il y a des dysfonctionnements, ça ne va pas, ils sont malades. Mais le pervers narcissique n'accepte pas cela, c'est pourquoi il ne consulte pas. Les rares cas dans lesquels on a vu le pervers narcissique consulter, demander de l'aide et être aidé, ce sont généralement les cas de séparation suite à suite à des déceptions amoureuses. Et voilà, voilà, face à cette intense souffrance dans le pervers narcissique, certains ont pu demander de l'aide. Mais dans la majorité des cas, généralement, ce n'est pas le scénario qui choisit. Pourquoi? Parce que quand le partenaire est fatigué, lassé des maltraitances, des violences, des abus s'en va, eh bien, le pervers narcissique se met très, très rapidement en couple. Pourquoi? Trois raisons peuvent expliquer cela. Déjà, il lui faut son approvisionnement narcissique. Il a besoin d'un réceptacle, il a besoin d'une poubelle émotionnelle, voilà, dans laquelle déverser toute sa négativité, toutes ses frustrations et ses douleurs. Et il a besoin, puisqu'il tient extrêmement à son image, il a besoin de redorer son image. Donc, du coup, il a besoin de prouver aux autres que c'est la personne qui est partie, qui n'était pas bien. Alors, donc, lui, il est une bonne personne. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, s'il peut, voilà, si une personne peut aussi rapidement, voilà, l'accepter dans sa vie, ça veut dire que, voilà, lui, il est une bonne personne. Donc, c'est pour ça qu'ils ne consultent généralement pas. Voilà. Donc, mais les thérapies existent et comme je dis souvent, il y a le médecin par excellence qui peut les aider et qui est Jésus-Christ. Voilà, parce que je suis chrétienne et je crois justement qu'ils peuvent être aidés si, voilà, s'ils se tournent du côté de Jésus. Donc, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits parce que, comme j'ai dit, c'est une pathologie qui est étudiée en psychiatrie. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits tant en anglais qu'en français. Et voilà, si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet, je peux vous suggérer quelques livres, hein, notamment celui de Jean-Charles Bouchou,
les pervers narcissiques. Il y a aussi celui de Isabelle Nazar-Aga, les manipulateurs sont parmi nous. Il y a aussi celui du docteur Alberto Heger, le pervers narcissique et son complice, et les pervers narcissiques. Il y a plein d'autres livres qui sont écrits sur ce sujet qui sont très intéressants. Voilà. Donc, maintenant, on va parler des différentes caractéristiques qui peuvent permettre de les identifier. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ainsi, que les pervers narcissiques se retrouvent, qu'on en trouve en Australie, en Chine ou au fin fond de la Somalie, on retrouve chez eux les mêmes caractéristiques. Et il faut aussi noter il y a des pervers narcissiques hommes, il y a des pervers narcissiques femmes, même si on recense plus d'hommes que de femmes. Et enfin, ces caractéristiques, pour dire d'une personne, pour identifier une personne comme étant pervers narcissique, on doit identifier un ensemble de caractéristiques qui sont observées dans la durée, dans le temps, et qui créent de la souffrance chez l'autre. Donc, il ne faut pas coller à n'importe qui l'étiquette de pervers narcissique. Donc, ce n'est pas parce qu'on observe un ou deux traits caractéristiques du narcissisme chez une personne de manière occasionnelle, de manière ponctuelle, que la personne est perverse narcissique. Donc, quelqu'un peut avoir les traits narcissiques, quelqu'un peut avoir certaines caractéristiques narcissiques sans être perverse narcissique. Voilà. Donc, les différents traits de caractère qu'on a pu observer et qui peut permettre de les distinguer, de les reconnaître, c'est par exemple la séduction. On se rend compte que les pervers narcissiques sont des personnes qui aiment bien séduire. Ce sont des personnes tout à fait charmantes et qui parlent bien. Ce sont de bons parleurs et qui maîtrisent leur oratoire. D'ailleurs, Rakami a dit d'eux que l'arme la plus redoutable du pervers narcissique, c'est la parole. Et il utilise la parole, pourquoi? Il utilise la parole pour charmer et séduire. Il utilise la parole pour manipuler. Il utilise la parole pour infliger des violences sourdes, qui sont des violences verbales, des violences psychologiques. On a donc pu remarquer que ce sont des personnes qui, généralement, qui très souvent se dirigent vers des métiers qui leur permettent de parler en public. Une autre chose qu'on a pu observer, c'est que les pervers narcissiques sont essentiellement égocentriques. Donc, tout tourne autour d'eux, voilà, et ils sont complètement remplis d'eux-mêmes. Autre chose qu'on constate, c'est que les pervers narcissiques ont un besoin d'admiration excessif. Ils ont tout le temps besoin d'être admirés, ils ont besoin d'être aimés par le plus grand nombre de personnes, ils ont besoin d'être complimentés, d'être adulés, voilà, ils ont besoin d'attention vraiment, ils aiment être toujours le centre de l'attention des autres. Donc le regard des autres est très très important pour le pervers narcissique. Et voilà, et cette admiration cache souvent, enfin, cette admiration cache une honte profonde qu'ils ont en eux. Honte due à quoi? Honte due à leur passé, honte due à leur passé familial, leur histoire familiale, parce que ils ont grandi dans des familles qui avaient beaucoup de secrets honteux, en réalité. Donc, honte due à leur propre personne, parce qu'ils savent qui ils sont en réalité. Ils savent ce qu'ils font. Voilà. Une autre chose encore, c'est qu'on a pu constater que justement, ils ont aussi un besoin excessif de reconnaissance. Donc, le pervers narcissique aime à se faire remarquer. Le pervers narcissique aime qu'on le reconnaisse là où il va. Donc, quand il va être quelque part, il va tout faire pour attirer l'attention sur lui. Il va parler de lui, parler de ses avoirs, parler de ses possessions, parler de ses connaissances, parce qu'il aime bien s'associer avec des personnes qui ont une certaine autorité ou une certaine réussite social. Donc, il va toujours tout faire, voilà, pour que les gens le reconnaissent, parce qu'il aime à être traité d'une manière différente. Il aime avoir des honneurs particuliers. Il aime, voilà, des traitements très particuliers. Donc, le pervers narcissique, voilà, il aime toujours qu'on le porte au nu. Voilà. Autre chose encore, c'est que le pervers narcissique fonctionne avec un faux self. Le faux self, c'est quoi? C'est une fausse image de lui-même. Donc, le pervers narcissique avance, évolue dans la vie étant masqué. Il a un côté court et il a un côté jardin, on va dire. Donc, il a un côté public et il a un côté privé. Comme je l'ai dit, c'est dans le privé que se manifeste véritablement, que la personne se révèle véritablement telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre indéfiniment des masques.
Quand il est à l'extérieur, il met des masques, il aborde des masques, il fait son jeu d'acteur. Mais quand il est à la maison, il ne peut pas jouer à l'acteur tout le temps. Donc, à certains moments, c'est à ces occasions-là, donc, c'est à ce moment-là qu'on voit donc qui est la véritable personne. Donc, le pervers narcissique à l'extérieur donne une image d'une personne qui est vraiment agréable, hein. C'est une personne qui est généreuse, c'est une personne qui est gentille, c'est une personne qui est altruiste, c'est une personne qui est serviable. C'est l'impression qu'elle donne. C'est une personne qui est disponible, attentionnée, vraiment un bon père de famille, un très bon époux, voilà, qui fait de sa famille la priorité, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est qu'un jeu. Parce que dans la réalité, pardon, autant pour moi, dans la réalité, il n'en est rien. Le pervers narcissique est le contraire de ce qu'il présente. Donc, autant il présente à l'extérieur, par exemple, l'image d'un bon père de famille, voilà, autant dans le privé, c'est un père ou une mère de famille, c'est un parent, voilà, qui répond bien aux besoins matériels de ses enfants, mais qui ne sait pas combler les besoins émotionnels. Donc, de ce fait, comme les besoins émotionnels de ses enfants, des enfants ne sont pas comblés, voilà, les enfants peuvent voir donc leur identité ne pas se développer. La personne peut présenter l'image d'un très bon époux à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est une personne, voilà, qui est déloyale, c'est une personne qui est même violente, hein. C'est un tyran domestique, c'est une personne qui frappe son épouse. Voilà, il y a tout un ensemble de choses. Donc, l'image que le pervers narcissique donne à l'extérieur n'a rien à voir avec, en réalité, ce qu'il est. Ainsi, qu'est-ce qui fait que le pervers narcissique a bâti ce faux self? Eh bien, c'est toujours dans son enfance qu'il faut aller chercher. Pourquoi? Parce que dans son enfance, le parent pervers narcissique, puisqu'il attendait une obéissance aveugle de la part de l'enfant, une soumission aveugle de la part de l'enfant, donc l'enfant a appris à donner aux parents ce qu'il attend de lui. L'enfant a appris à montrer aux parents l'image qui va lui plaire, l'image qui l'arrange. Et l'enfant a aussi compris que sa véritable personnalité est rejetée. Donc, lui, par lui-même, on ne peut pas l'aimer, il ne plaît pas, sa personnalité ne plaît pas. Donc, il a fini par se détacher de cette personnalité-là. Et en grandissant, il a observé dans la société les comportements que les gens appréciaient. Il les a calqués et par la suite, il les reproduit tout simplement, justement pour être admiré, justement pour être accepté. Parce que dans la société, le pervers narcissique présente généralement l'image d'une personne irréprochable, d'une personne lisse. Voilà. Et d'ailleurs, Sigmund Freud a dit à ce sujet, euh, plus une personne présente euh, une image parfaite à l'extérieur, plus il y a des diables en lui. Voilà. Euh, L'autre chose encore qu'on peut remarquer, c'est que le pervers narcissique croit toujours que tout lui est dû. Parce que comme dans sa tête, il est le meilleur dans son délire, dans sa perturbation, il est le meilleur. Voilà, il croit que voilà, on lui doit tout. On doit tout faire pour lui. Ce sont les autres qui doivent se mettre en quatre pour lui, hein. Ce sont les autres qui doivent faire l'effort de lui faire plaisir. Et lui, voilà, il n'a rien à faire pour les autres. Donc, comme Rakami l'avait dit, il prend tout et il ne donne rien en retour. Une autre chose qu'on peut constater chez le pervers narcissique, c'est que ce sont des personnes qui ne se remettent pas en question. Elles ne font pas d'introspection d'elles-mêmes, elles ne reconnaissent pas leurs erreurs, elles ne reconnaissent pas leurs responsabilités dans ce qui se passe. Voilà, euh, du coup, elles ne peuvent pas se corriger, hein. Elles ne peuvent pas s'excuser ni demander pardon, parce que la faute est toujours, c'est toujours l'autre qui est l'auteur de la faute, etc. Et ça en renvoie à l'autre caractéristique encore qui est distincte, c'est-à-dire le pervers narcissique est toujours en train d'accuser les autres, toujours en train de culpabiliser l'autre. Pourquoi? Justement parce qu'il ne prend aucune responsabilité dans ce qui lui arrive. S'il a fait quelque chose, c'est l'autre qui est toujours responsable de toutes les actions que lui pose. Donc s'il fait quelque chose, c'est parce que l'autre l'a poussé à le faire. Donc agissant ainsi, il crée beaucoup de souffrance chez l'autre, il crée beaucoup de culpabilisation chez l'autre. Une autre chose encore, c'est que les pervers narcissiques aiment bien se présenter comme des victimes. Déjà, souvent dans les histoires qu'ils racontent, ils ont deux rôles qu'ils jouent. Soit ils sont les héros, soit ils sont les victimes, jamais des coupables. Voilà, donc pour eux, ils sont les martyrs ou les héros de leur histoire.
Une autre chose encore, c'est que on se rend compte que le pervers narcissique, il est il est très vulnérable, il a une hypersensibilité à la critique. En effet, le pervers narcissique ne supporte pas la critique, il ne supporte pas de s'entendre dire non, il ne sait pas gérer les frustrations. Le pervers narcissique est très irritable, il est très susceptible et voilà, il est exigeant, il est perfectionniste, il est impatient et il s'ennuie très vite. Donc, voilà. Et l'irritabilité du pervers narcissique peut le faire entrer pour les petits détails dans des rages narcissiques vraiment explosives. Voilà. L'autre chose encore, c'est que le pervers narcissique euh, dans ses rapports avec le conjoint, parce que normalement dans une relation de couple, la relation est d'égal à égal. Mais pour le pervers narcissique, la relation pour lui, c'est de dominant à dominer. Pourquoi? Parce que pour lui, dans la relation, il a complètement déshumanisé le conjoint. Il déshumanise complètement l'autre. Donc, il considère l'autre comme un objet, parce que lui aussi, il a été considéré, utilisé comme un objet dans son enfance. Donc, il considère l'autre comme un objet qui est là pour satisfaire à tous ses besoins, à toutes ses exigences, à tous ses caprices. Donc l'autre doit être justement là pour totalement à son service, ne pas se plaindre, ne pas critiquer et voilà, voilà souffrir en silence et surtout ne rien révéler à l'extérieur. Parce que quand quelque chose est révélé à l'extérieur, ce qui fait souffrir le pervers narcissique, ce n'est pas en réalité la souffrance qu'il inflige à sa victime. C'est le fait justement que la victime que cette souffrance-là soit sue par les autres. C'est ça en réalité qui fait mal au pervers narcissique. Donc, une autre chose encore, c'est que dans la relation du pervers narcissique avec son conjoint, on se rend compte que il utilise beaucoup voilà, les techniques d'emprise. Et voilà, c'est parmi ces techniques d'emprise-là, on peut constater les pensées poison. Les pensées poison, c'est quoi? Ce sont des critiques, des attaques que le pervers narcissique inocule comme ça de manière régulière, de manière fréquente dans l'esprit de sa victime et voilà, qui finissent par détruire le socle qui a construit la personnalité de la victime. Ainsi, à la fin, elle devient confuse, voilà, elle manque de discernement, elle doute, elle ne sait plus très bien comment prendre des décisions. Voilà, du coup, ça l'empêche de partir. Elle ne sait pas se révolter, elle ne sait pas remettre en question les attitudes et les comportements du pervers narcissique. Et comment il fait cela? Donc, il peut procéder par des critiques et des attaques sur sa manière de s'habiller, par exemple, la manière de s'habiller de la victime, son comportement, sa manière de parler, sa manière même de marcher, sa manière de penser. Ça peut être même des critiques hein, sur l'appartenance ethnique de la victime, sur son appartenance raciale, sur son appartenance religieuse, etc. Voilà. Une autre chose encore qu'on observe, c'est que le pervers narcissique isole beaucoup sa victime. Et il procède par deux manières. Soit dans un premier cas, il réussit à manipuler l'entourage de la victime. Et à ce moment-là, il permet les contacts réguliers entre la victime voilà, et son entourage. L'entourage qu'il flatte donc, c'est un entourage qui flatte, un entourage qui charme, un entourage qui séduit, un entourage euh, envers lequel il est généreux, pratiquement qu'il achète. Donc, c'est un entourage qui manipule, qui met dans sa poche. Et cela a pour objectif quoi? C'est que à la fin, quand la victime, parce qu'à un moment, elle va découvrir qui il est vraiment, quand elle va commencer à avoir des souffrances, quand elle va commencer à comprendre les abus et qu'elle va aller se plaindre à son entourage, eh bien, l'entourage ne va pas la croire. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas ce qu'il a observé de la part du pervers narcissique. Et dans certains cas, on se rend même compte que l'entourage se retourne même contre la victime, qui, elle, finit par ne plus se confier, par se recroqueviller, par s'isoler et permet ainsi au pervers narcissique d'asseoir davantage son emprise, son contrôle sur elle. Et l'autre situation, c'est quand il ne réussit pas à manipuler l'entourage de la victime. Là, il a peur que l'entourage de la victime, voilà, éveille la conscience de la victime à qui il est vraiment. Et à ce moment-là, il fait tout pour ne pas permettre les contacts entre la victime et son entourage. Ce qu'il fait souvent, c'est qu'il dénigre l'entourage auprès de la victime. Voilà. Euh, une autre chose encore, c'est qu'on constate, c'est que les pervers narcissiques sont paranoïaques. Pour le pervers narcissique, dans sa tête, tout le monde lui en veut.
Il évolue dans le monde comme s'il était en milieu hostile, comme si tout le monde était son adversaire. Donc pour lui, tout le monde en a après lui. Tout le monde est jaloux de lui. Tout le monde est envieux de lui. Donc, dans son délire là, il est complètement à l'ouest, quoi. Donc, du coup, ça, ce délire-là, cette paranoïa-là pousse le pervers narcissique à être très souvent sur la défensive, à vouloir toujours attaquer, à être agressif, à toujours réagir. Et on a pu noter, par exemple, que les pervers narcissiques ont un amour prononcé pour les sports de combat qu'ils pratiquent d'ailleurs pour la plupart, et aussi pour les armes, que ce soit les armes à feu et que ce soit les armes blanches. Autre chose encore qui les distingue, c'est leur mécanisme de projection. Les mécanismes de projection, en réalité, sont des mécanismes de défense régressifs. Et ça se manifeste comment? C'est que le pervers narcissique projette sur l'autre, en réalité, ce qu'il est. Donc, quand le pervers narcissique parle de l'autre, il parle de lui. Il rejette toute sa négativité sur l'autre. Donc, c'est comme un effet miroir. C'est-à-dire, quand le pervers narcissique regarde l'autre, c'est lui qu'il voit. Voilà. Donc, autre chose encore, le pervers narcissique souffle le chaud et le froid dans la relation. Donc, il alterne les périodes où tout le monde il est content, tout le monde il est heureux, avec des périodes où, voilà, il crée une atmosphère infernale dans la relation parce qu'il se nourrit beaucoup de conflits et de chaos. Euh, le pervers narcissique aussi se distingue par sa cécité émotionnelle parce que c'est une personne qui est complètement coupée, on l'a dit, de l'affection, de la compassion, de l'empathie. Enfin, il est clivé de ses émotions, quoi. Mais il peut très bien feindre ces émotions-là, mais il ne les ressent pas. Donc, du coup, ça empêche vraiment, ça empêche le pervers narcissique d'entrer vraiment de manière profonde en relation avec les autres. Donc, ces relations sont toujours très superficielles et il ne développe pas d'intimité avec les gens. Et là, je ne parle pas d'intimité physique, voilà, je parle de la rencontre des âmes. Et voilà. L'autre chose aussi, c'est que le pervers narcissique utilise toutes les techniques de manipulation, hein, que ce soit le love bombing, c'est-à-dire où il séduit, voilà, où il charme la victime, il donne des cadeaux et tout ça là. Il possède aussi par du hoovering, du gaslighting, des menaces, des chantages, du mensonge, parce que c'est un menteur pathologique, de la duperie, etc. Le pervers narcissique aussi, c'est une personne qui a beaucoup de phobies. Donc, le pervers narcissique a peur d'être seul, il a peur de mourir parce que la mort lui renvoie sa finitude et ça le terrorise. Il a peur d'être malade, donc à la limite, il est hypochondriaque, à prendre des médicaments, à éviter ceci, à éviter cela. Il a peur, voilà, et il a peur de vieillir. Donc, c'est une personne qui s'entretient beaucoup, qui fait souvent beaucoup de sport, justement pour garder la forme. Euh, une autre chose encore, c'est que le pervers narcissique a un ego surdimensionné. Donc, c'est une personne qui est orgueilleuse, arrogante, méprisante. Voilà. Quelque chose qu'on constate aussi, c'est que le pervers narcissique est d'une immaturité émotionnelle caractérisée. Pourquoi? Parce que justement, euh, c'est un adulte avec un quotient, c'est une personne dans un corps d'adulte avec le quotient émotionnel d'un enfant de 3 à 4 ans. Pourquoi? Parce que sa personnalité ne s'est pas développée et justement la phase édipienne ne s'est pas faite chez lui. Quelque chose encore qu'on constate, c'est que le pervers narcissique a une vision dichotomique des choses. Donc pour lui, soit tout est blanc, soit tout est noir. Et du coup, ça peut expliquer le fait que quand justement le partenaire le quitte, le pervers narcissique rentre dans une campagne de dénigrement qui en réalité est une campagne pour salir complètement la réputation, l'image de l'autre et noircir complètement l'autre qui est parti. Pourquoi? Parce que pour lui, dans sa tête, cet autre est devenu la pire personne au monde et c'est ce qu'il veut bien faire comprendre à son entourage. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le pervers narcissique se compare beaucoup, mais il se compare et il compare les autres. Mais quand il compare la victime, c'est de manière à la dévaloriser et quand il se compare, c'est de manière à se valoriser au détriment des autres. Donc, il a aussi un déni de la réalité, c'est-à-dire un déni interne et externe, hein. Donc, lui, il ne se voit pas tel qu'il est et forcément, il ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Voilà, il refuse du moins de la voir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, aussi,
Et chez lui, le pervers narcissique, c'est une personne très généreuse, hein. En tout cas, c'est l'apparence qu'elle donne, l'apparence d'une personne qui est généreuse. Mais pour lui, sa générosité doit être reçue. Donc, s'il est généreux, les gens doivent le savoir. Et il y a aussi une notion de dette qui est induite chez lui. Pourquoi? Parce que quand il donne, il attend quelque chose en retour. Donc, en réalité, il ne donne pas, il ne fait pas les choses gratuitement. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ce sont certaines caractéristiques qui vous permettront comme ça, et de manière cumulée, je l'ai bien dit, observer dans le temps, voilà, de reconnaître certains des pervers narcissiques dans votre entourage. Et si j'ai fait ces vidéos, justement, c'est pour sensibiliser le maximum de personnes, justement, à cette pathologie-là. Parce que cela crée, comme je l'ai dit, énormément de souffrance chez les autres. Et il est important, donc, de s'en prémunir. Il est important de s'éloigner de ces personnes-là. Il est important aussi pour l'entourage de connaître et d'être une aide pour la victime le moment venu. Et bon, et la victime aussi, quand elle a quitté le pervers narcissique, pour se remettre, elle a besoin vraiment de suivre une thérapie parce que moi aussi, j'ai été suivie par un psychologue. Mais ce qui m'a le plus aidé, ça, c'est ma spiritualité, c'est ma relation avec Christ. Parce que, comme je l'ai dit, je suis chrétienne, donc le fait vraiment d'être en prière, le fait de vraiment d'intensifier, de me rapprocher davantage de lui, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a aidé à comprendre déjà où j'étais, ce qui se passait. Ça m'a aidé, voilà, à être plus consciente et ça m'a beaucoup, voilà, apaisé, soulagé et surtout, ça a enlevé en moi de l'amertume pour me permettre à la fin de comprendre que, en réalité, ce sont des personnes qui souffrent. Ce sont malheureusement des personnes, même si elles sont, c'est vrai que elles sont adultes aujourd'hui, elles font des choses monstrueuses aux autres, hein, elles font souffrir énormément les autres, et elles ne sont pas toujours conscientes voilà, du degré de souffrance qu'elles infligent aux autres, mais avant tout, ce sont malheureusement des victimes. Et donc, il est important justement de connaître tout ça pour ne pas permettre que d'autres victimes aussi s'ajoutent. Euh, que d'autres pervers narcissiques s'ajoutent et que d'autres victimes aussi de ces pervers-là s'ajoutent. Parce que vraiment, c'est, voilà, on n'a pas envie de voir ces enfants être traumatisés et devenir aussi voilà, des bourreaux pour d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est pour tout ça que je fais ces vidéos. Et voilà, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une autre capsule.